bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. Désolé pour ce léger retard. On va y aller tout court avec notre invité. Et deux thématiques relatives à l'actualité de ces 48, voire 72 dernières heures. D'abord, la répression aux régulations, les associations face à de nouvelles restrictions. Vous le savez très certainement. Le ministre de l'administration territoriale a décidé de la suspension de 5 organisations non gouvernementales. Et depuis l'actualité, donc, s'emballe autour de ces faits-là. Parmi ces organisations, le REDAC, le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, dont le PCA et Maître Alice comme co-président du conseil d'administration, et la directrice exécutive Maximilienne Gombe. Maître Alice comme a entrepris de briser les scellés apposés par l'administration ici dans le littoral, et ça n'est suivi une convocation. On en parle tout de suite. Et derrière, on reviendra sur les grandes lignes du budget 2005. Priorité, innovation et défis, plus de 7 milliards 100 millions de francs CFA donc, sont désormais adoptés par le Parlement camerounais. Je dis d'abord bonsoir à Patrick Obam du CRN. Bonsoir M. Dipita. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'envier à ce débat républicain. Et actualité oblige, nous sommes sur les questions de droits de l'homme. Les violations de droits de l'homme, il y a quelques jours encore de cela. C'est Longwe qui était bastonné par nos forces de maintien de l'ordre. Et avant ça, c'était le PCN et l'ONAP Kavadibi qui étaient victimes du fouet du Minat. Et on se demande bien quand est-ce que ça va finir. Donc ce sont des pratiques à dénoncer dans une république. Un État qui se veut être un État de droit, où l'autorité administrative est censée encadrer, est censée guider et conseiller, n'est-ce pas, les citoyens. Donc je salue le reste du panel, je salue tous vos millions de citoyens qui nous font l'honneur de nous suivre en direct. Merci. Merci infiniment. Je rappelle également que c'est la journée internationale des droits de l'homme aujourd'hui, ce 10 décembre 2024. Elle est célébrée donc à travers le monde entier. Et le ministre de l'administration territoriale de de presse cet après-midi à Yaoundé pour revenir en effet sur toute l'actualité autour de ces ONG. Maître Paul Paillard, bonsoir. Vous êtes du SDF. Oui, bonsoir Dipita, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous les Camerounais, et surtout aux militants du SDF dont je porte la voix ce soir. C'est vrai, ce n'est pas le débat politique à travers les partis, c'est l'actualité un peu générale. Donc je me trouve à l'aise pour de participer à ce débat. Pierre-Emmanuel Bignan, bonsoir. Vous êtes du MRC. Bonsoir Monsieur Dipita. Et bonsoir à mes compagnonnistes. Enfin, pardon, je vous laisse poursuivre. Oui, bon, je vous laisse saluer patriotiquement mes camarades et mes amis politiques incarcérés depuis quelques années aujourd'hui, puisque nous sommes en train de fêter la Journée internationale des droits de l'homme. Je partage notre solidarité en tant que parti politique à tous ceux-là qui continuent à être des victimes de violations des droits de l'homme dans notre pays par des détentions arbitraires, en l'occurrence mes amis politiques et les autres prisonniers politiques, et tous ceux, même les prisonniers du droit commun, qui relèvent de la violation, dont des condamnations relèvent de la violation des droits de l'homme dans notre pays. Je leur manifeste une fois de plus notre solidarité et les rassure que le MRC continuera toujours à se tenir aux côtés des laissés pour compte et de ceux qui ne sont pas considérés dans notre société. Patrick Rifoué, bonsoir. Vous êtes du RDPC. Bonsoir Dipita, bonsoir à Pierre-Emmanuel que je retrouve ce soir. Donc nous avons déjà partagé un panel hier soir. Bonsoir à Patrick Obam. Bonsoir à Maître Paillard que je retrouve également avec plaisir. Et bonsoir aux millions de Camerounais qui nous suivent en ce moment. On prend la transition et puis on entame avec le premier thème. Répression ou régulation, les associations face à de nouvelles restrictions. Mesdames et messieurs, on va peut-être d'abord revenir sur quelques arguments avancés par le MINAT pour justifier les restrictions observées. Il s'agit des suspensions de 5 organisations non gouvernementales, entre autres problématiques, le non-respect évidemment des lois, mais le blanchiment d'argent. Je veux dire, M. Paillard,
Est-ce que les arguments du MINAD sont pertinents? Bon, les arguments pertinents, bon, chacun a sa façon de s'exprimer. C'est vrai qu'il relève quelque part la violation de certains textes, à savoir bon, tel montant, peut-être à partir de 500 000, on devrait faire des déclarations et tout. Mais je crois que on est seulement en train d'utiliser ces arguments pour réprimer les ONG au Cameroun. Parce que ce que nous vivons, que c'est un peu alarmant. Ça, il faut le dire. Si dans le monde entier, on parle de notre classement, nous ne sommes pas vraiment très bien classés. Quand on vit encore ces choses, au Cameroun aujourd'hui, sur le plan mondial, se trouve 130 quelque chose sur 142 en termes de répression, en termes de confiscation de liberté. Je crois que si le ministre de l'AT, comme on le connaît dans sa façon de faire, a utilisé certains arguments de droit, c'est juste pour pouvoir profiter de là pour réaliser ce que c'était déjà prévu par rapport aux ONG au Cameroun. Nous vivons cela, que ce soit à travers les ONG ou à travers les individus. Nous avons vécu une série, une kyrielle. Quand nous parlons, tout à l'heure, le copanéliste a commencé à parler de l'affaire Longueur, et ça fait quelques jours. C'est un confrère comme moi, Maître Tamfou, qui est vraiment sauvagement tabassé. Nous voyons qu'au Cameroun, on ne gère pas bien les libertés humaines. Nous sommes même aujourd'hui, comme vous le dites, c'est l'une des journées les plus fortes dans le monde entier à travers la déclaration des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on a entrepris au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Mais on sait seulement que quelque part, si déjà une ONG qui est supposée défendre les droits humains, dénonce tellement, il faudra trouver une chicotte pour frapper, pour que cette ONG ne puisse plus tellement parler. Et pour le faire, il faut trouver des régions, des subterfuges. Je crois que ce qui se passe, et je l'ai suivi, que ce soit à la télé ou à la radio, il a donné des arguments qui ont permis qu'on puisse réprimer, suspendre ces 5 ONG. Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est aujourd'hui que nous vivons la réalité des ONG? C'est quelque chose qui est là. Le financement, que ce soit cela, je ne sais pas si l'État voudrait aujourd'hui trop regarder dans les financements. Je crois même au niveau des ONG, les associations de déclaration de droits de l'homme au Cameroun, il y en a qui sont un peu pilotées par l'État. Est-ce que bon, on fait toutes ces déclarations? Je dis que quelque part, il fallait trouver quelques tuyaux pour pouvoir essayer de retirer ces associations qui souvent parlent sans se voiler, parce qu'il y en a, il y a associations, ONG. Mais nous savons que ces 5 ONG suspendues sont des ONG qui sont en pole position et qui font bien leur travail. Nous n'avons qu'à revoir dans la crise du Nozo ce que le REDAC ou autres ont pu faire pour que le Cameroun puisse voir très clair dans cette crise. Je rappelle cet arrêté donc du 6 décembre à l'encontre du REDAC pour défaut d'autorisation et activité de nature à porter atteinte à l'intégrité du système financier national. Derrière, le ministre, au cours de sa conférence de presse aujourd'hui, donc, a annoncé qu'il s'agit d'une somme d'environ 16 milliards de francs CFA qui ont été comme ça gérés par ces associations hors contrôle, si on peut le dire ainsi. Et donc, les motivations qui ont poussé à la suspension. Patrick Obam, ces raisons sont-elles pertinentes pour vous? À la vérité, connaissant le MINAD, connaissant ses pratiques, connaissant les batailles qu'il a eu à livrer avec d'autres organisations politiques, les églises, il y a encore quelques semaines de cela, les partis politiques, connaissant son agitation et sa violence verbale, on se souvient qu'il y a quelques mois de cela, il a, n'est-ce pas, jeté en pâture les leaders politiques, traitant certains de nounous, d'autres de leaders en quête de popularité. Quand une autorité administrative de ce rang-là, sans fondement réel, peut verser à la vindicte populaire comme ça, l'image des leaders qui sont bâtis, qui sont construits, on se pose des questions. On a vu le cas du CPP, on a vu le cas du PCN, où on nous a octroyé un leader à la tête. Heureusement, c'est comment ça s'est terminé. Donc,
on a le droit de se dire que quand le MINAT prend ce genre de décision, on se questionne sur le sérieux. Parce qu'à la fin, on sait comment ça peut finir. On sait qu'ils ont perdu beaucoup de procès. Mais sur la question de sanctions, quand même, quand une autorité comme celle-là déclare, après enquête, qu'il y a une transaction de 16 milliards passant par les ONG, on a en droit de se questionner. Il faut rappeler que la loi 90 porte, n'est-ce pas, gestion, organisation des activités de la société civile. Et il faut aussi rappeler qu'elles sont protégées, n'est-ce pas, par le principe de la liberté d'expression, de la liberté d'association. On se sera attendu à ce qu'il présente les preuves, n'est-ce pas, de ce qu'il dit, de ces allégations. Qu'est-ce qui justifie, n'est-ce pas, ces accusations? Quand on connaît le travail, et j'ai suivi tout à l'heure, là, il parlait du défaut de récépissé. Bon, nous avons côtoyé, dans le cadre de nos activités politiques et société civile, le REDAC. Alors, déclarer que cette organisation, la société civile, n'a pas de récépissé de déclaration, donc elle est illégale, et ses activités sont frappées de nul effet, nous pose un problème sérieux. Deuxième point, il s'est empressé sur les médias aujourd'hui lors de cette conférence. Ah ben, de là, j'étais abattu comme à l'accoutumée pour les partis politiques. Nous préférons nous méfier. Mais déjà, il faut rappeler que, en ce qui concerne les libertés, puisque nous célébrons la journée des droits de l'homme, nous sommes solidaires, il faut le dire, de l'action menée par le REDAC, par leurs activités qui honorent notre nation, à travers l'éducation populaire, à travers la sensibilisation, à travers la défense des intérêts collectifs, à travers la défense des droits de l'homme. Comme les partis politiques, nous sommes solidaires. Et chaque fois qu'une organisation comme celle-là est attaquée, nous préférons déjà nous ranger de son côté pour apporter notre soutien. Maintenant, Maître, comme pour la cité, a pris un ensemble de mesures, elle s'est prononcée, elle rejette ces allégations du ministère, du MINAT, et nous sommes convaincus que derrière ce rejet, il y a un fondement réel et légal de ces propos, puisqu'elle dit, elle a un récépissé de déclaration. Dire qu'on a fonctionné pendant des années pour une organisation de cette taille-là. Depuis avril 2007. Depuis avril 2007. On connaît ses bureaux, on connaît ses actions, et qu'elle puisse fonctionner sans autorisation, ce n'est pas sérieux. D'accord. Donc, nous restons sur notre... Nous prêtons attention, mais nous disons déjà que la façon avec laquelle le MINAT a pour habitude de traiter les leaders politiques, les leaders d'organisation, est une façon à condamner. Et en tant qu'administration, il devrait beaucoup être réservé et plutôt présenter les preuves, n'est-ce pas, de ces accusations. Pour faire précis, il s'agit donc de 3 ONG qui ont été suspendues et 2 définitivement interdites. Patrick Refoué, sur les motivations du membre du gouvernement, vous semble-t-elle légitime, légale, normale? Écoutez, je crois que la loi du 19 décembre 1990, qui encadre le fonctionnement des associations et des ONG, confère au ministre de l'administration territoriale les prérogatives de contrôle de l'activité de ces organisations-là. Et dans ce cadre-là, il a effectivement la possibilité soit de suspendre ces organisations pour une durée maximale de 3 mois, soit de les dissoudre purement et simplement. Et pourquoi est-ce qu'il peut prendre ces décisions? Il peut prendre ces décisions, premièrement, lorsqu'il constate qu'il y a une disjonction entre les missions qui sont annoncées et les actions qui sont posées sur le terrain. C'est-à-dire, si vous dites que nous, on fait la promotion, on défend les droits de l'homme, bon, est-ce que si vous dites que vous faites la défense des droits de l'homme, alors que vous menez des activités politiques, il y a une disjonction? C'est-à-dire que l'objet annoncé ne correspond pas aux activités que vous menez sur le terrain. Pourquoi je le dis? J'ai entendu Patrick Obam dire tout à l'heure qu'ils sont solidaires des activités du REDAC. Le REDAC, il prétend qu'il défend les droits de l'homme. Mais le REDAC fait la promotion de l'homosexualité. Donc, moi, ce que j'attends du ministre de l'administration territoriale, dans un pays comme le Cameroun, où cette pratique est une pratique réprimée, et donc je découvre sur ce plateau que le PCRN
défend désormais les droits des homosexuels. Donc, ce que j'attends du ministre de l'administration territoriale, c'est que cette association soit purement et simplement interdite. Parce que tout ce qu'ils disent là, c'est du flanc. La réalité de leurs activités sur le terrain, c'est la défense des homosexuels et la promotion de cette chose, pour parler comme le président de la République. La deuxième chose, c'est qu'ils n'échappent à personne. Et vous voyez bien ceux qui font la défense de cette association. La deuxième chose, c'est que cette association cache des activités qui sont des activités éminemment politiques. Ils prétendent qu'ils sont des militants associatifs. Non, ce sont des militants politiques. C'est pour ça qu'ils ont des porte-parole sur le plateau qui sont en fait des hommes politiques ou des militants d'un certain nombre de formations politiques. Ça, c'est la première chose. Il y a une disjonction claire. Et je parle particulièrement pour le rédac dont je connais un peu les activités. Deuxième chose, le ministre de l'administration territoriale dit, et il faut bien lire le dispositif des arrêtés qu'il prend, à chaque fois, il vise un courrier de l'Agence nationale des investigations financières. C'est important pour une raison très simple. Nous avons été placés récemment sous surveillance du GAFI qui nous a mis sur liste grise. Pourquoi? Parce qu'on nous soupçonne, c'est-à-dire on soupçonne notre système financier de laisser passer, de permettre le blanchiment, de financer des activités qui sont illicites. Et dans ce cadre-là, justement, le gouvernement a entrepris de faire en sorte que nous sortions de cette liste grise du GAFI dans laquelle nous avons été placés. Donc, le ministre de l'administration territoriale est saisi de ce qu'un certain nombre d'associations ont reçu des financements de l'ordre de 16 milliards. Bon, quand vous avez reçu 16 milliards de financements, il faut qu'il y ait une conjonction claire entre le volume des financements que vous avez reçus et les activités que vous avez menées. Parce que toutes les associations sont astreintes à un certain nombre de principes. Vous devez déposer un rapport d'activité annuel au ministère de l'administration territoriale et ce rapport d'activité doit être accompagné d'un rapport financier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une traçabilité claire de toutes les sommes que vous avez reçues. D'accord. La question qui se pose aujourd'hui est donc celle de savoir si ces obligations-là, ces associations sont à jour de ces obligations. Est-ce qu'elles peuvent prouver à l'opinion publique qu'elles essaient de prendre à témoin aujourd'hui qu'il y a une conjonction entre l'objet annoncé et les activités sur le terrain? Est-ce qu'elles peuvent justifier de l'utilisation des 16 milliards qu'elles ont reçus et qui ont été signalés à leur tutelle par l'Agence nationale des investigations financières? C'est ça le sujet. D'accord. Patrick, sur la même question, les motivations... Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, je parle de Patrick. Les motivations du membre du gouvernement, le MINAT, sont-elles suffisamment pertinentes selon votre analyse? Même s'il arrivait que les motivations du MINAT soient pertinentes, je pense que le MINAT, en tant que le responsable même, en réalité, des droits de l'homme au Cameroun, et le garant des droits de l'homme et de l'état de droit de notre pays, devrait plutôt faire une équation inverse. C'est-à-dire quoi? Maître Paul Payere a annoncé un chiffre tout à l'heure pour lequel je m'accorde. C'est un rapport de World Justice Project de 2023 qui fait état de ce que le Cameroun est classé 134e sur 140 pays sur l'indice de l'état de droit dans le monde entier. Ça veut dire que le Cameroun est parmi les avant-derniers en matière d'indice de l'état de droit et des droits de l'homme. Donc, le MINAT, en tant que garant de l'état de droit dans notre pays et des droits de l'homme, devrait travailler plutôt dans l'intérêt de ramener le Cameroun à occuper un meilleur classement dans ce domaine-là. Et pour le faire, il devrait en ce moment être en train de créer des conditions de concertation avec les organismes non gouvernementaux et toutes les organisations qui œuvrent pour les droits de l'homme, y compris les partis politiques. Parce que tout à l'heure, Dr Patrick Rufoué a semblé dire que les partis politiques de l'opposition qui sont solidaires
du REDAC voudrait dire que nous menons, disons, les mêmes luttes en matière de défense, par exemple, des homosexuels et tout ça. Non. La solidarité est une solidarité qui est conceptuelle. Nous luttons tous pour la promotion d'un état de droit dans notre pays. Et en tant que tel, que nous soyons des partis politiques de l'opposition ou de la société civile, nous avons des points de convergence. Sauf si le RDPC, les droits de l'homme ne les intéressent pas. Normalement, même le RDPC devrait s'impliquer dans la lutte pour la défense des droits de l'homme dans notre pays et de la promotion de l'état de droit. Donc, nous avons ces points de convergence, heureusement, avec la société civile, qui font à ce que nous restons solidaires à eux. Et c'est pour cela que je réitère ici, sur ce plateau comme sur d'autres, que je joins ma voix à celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour laquelle, à travers laquelle le président Maurice Kamto a fait une sortie il y a quelques jours pour venir condamner les exactions du MINAT qu'il exerce en ce moment sur les organismes non gouvernementaux, en l'occurrence le REDAC. Donc nous manifestons toute notre solidarité au REDAC, qui n'a pas souvent manqué à voler au secours non seulement des militants des partis politiques de l'opposition, mais des citoyens dans l'ensemble du territoire national. On a vu les activités du REDAC aux côtés d'autres organismes comme Amnesty International sur le théâtre des opérations dans la guerre du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Le REDAC a fait beaucoup de dénonciations qui ont aidé même le gouvernement camerounais à avoir la pleine mesure de ce qui se passe sur le terrain en matière de violation des droits de l'homme et des actions. Donc, on ne peut pas tout azimut se mettre à les condamner comme ça. Maintenant, moi, je vais revenir sur la personne même du MINAT, questionner le préalable. Parce que tout à l'heure, M. Obama a posé quand même quelques préalables concernant le ministère de l'administration territoriale qui sont pertinentes. Vous ne pouvez pas me dire qu'un monsieur qui a l'habitude de perdre les procès face aux partis politiques de l'opposition et à certaines organisations continue à se pavaner sur l'espace des libertés et qu'on puisse le croire. Pourquoi? Parce que le même MINAT, on se souvient, il y a quelques années, avait accrédité une fausse organisation de Transparency International, alors que Transparency International est bien représentée au Cameroun. Comment a-t-il fait pour accréditer cette fausse organisation de Transparency International pour superviser les élections présidentielles au Cameroun en 2018 et qui sont même passées à la télévision nationale? Donc le MINAT n'est pas crédible. Il n'est pas crédible parce que sa méthode de travail n'est pas vraiment empirique. On dirait qu'il fait un ramassis de données. Je prends le cas par exemple du récépissé. Lorsqu'il déclare qu'une organisation n'a pas de récépissé et qui fonctionne et travaille dans notre pays depuis 2007, c'est parce que c'est sérieux. Ce n'est pas sérieux. Cette organisation a un récépissé. C'est pour cela qu'ils sont en train de mener leurs activités sans toutefois craindre quoi que ce soit. Donc je pense que le MINAT devrait travailler en ce moment où nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle en 2025, à ce que les droits de l'homme se portent mieux dans notre pays. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Alors, il s'agit là des droits fondamentaux, Patrick Obama. Et la question est de savoir si les arguments avancés par le MINAT fut-il pertinent en blanchiment d'argent, non-respect bref, d'un certain nombre de lois. Est-ce que ces arguments-là peuvent primer sur les libertés fondamentales, sachant qu'ici, il s'agit des libertés garanties par la Constitution elle-même? Alors, il faut déjà relever un fait avant de répondre à votre question. Je vais rappeler à mon homonyme, Patrick Rifo, que en ce qui concerne les libertés et les droits humains, partis politiques comme acteurs de la société civile jouent sur le même front de bataille. Et l'honorable Cabral Libye a mené des batailles pour défendre, alors qu'il n'était même pas encore politique dans ce pays-ci, pour combattre l'homosexualité. Et les vidéos circulent sur la toile avec la célèbre avocate internationale, Sacha, je crois, Dietrich, quelque chose comme ça, où il a condamné, et il continue de condamner. Ça n'a absolument rien à voir
Lorsque Longuet a été tabassé et piétiné, le noir travail est monté sur la scène et le PCR a dénoncé cela. Lorsque Maître Tanfo, son confrère, a été, n'est-ce pas, piétiné par les gendarmes, on a dénoncé. Donc lorsque les droits humains sont violés, vraiment, passons-nous les détails de telle organisation mène tel combat, il s'agit d'une organisation dont le travail est reconnu. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous dites, ça vous engage. Donc c'est important. Maintenant, en matière de liberté, le Cameroun aujourd'hui a ratifié l'ensemble des textes nationaux et internationaux. Et comme on le dit en latin, les textes doivent être appliqués, respectés. Vous comprenez? Et parmi lesquels, le respect des libertés individuelles, le respect des libertés d'association. Alors, sauf que dans ce pays, et on a eu plusieurs cas comme ça, où l'autorité administrative ou publique se permet, au détriment de la loi, de violer les textes. Qu'est-ce que l'État peut faire dans le cas d'espèce? Je suis d'accord avec lui sur le plan de la loi, dans la loi 90. Si d'aventure, il a des preuves tangibles que la loi a été violée, il est en droit, n'est-ce pas, de saisir l'organisation en question. On peut s'interroger sur les mécanismes de saisie, mais il a en droit de le faire. Parce que la loi le précise dans la loi 90 que, effectivement, les organisations de la société civile doivent déposer un rapport, je crois annuel ou trimestriel, un rapport financier de leurs activités. Il faut identifier, n'est-ce pas, les sources de financement de leurs activités. Ça, c'est reconnu par la loi. Mais aussi dans les procédures. Il faut rappeler que l'administration a le rôle d'encadrer celle-là, de les suivre au quotidien. En l'occurrence, envoyer des émissaires dans leur bureau, voir leur comptabilité ou demander des rapports de comptabilité. Coacher même. Coacher, c'est le rôle. Ne pas seulement s'attendre à sortir le fouet et jeter les leaders de ces organisations sur la scène publique en pâture en disant « Ok, voilà ». Parce que ce qui se dit, il y a une mention qui a été relevée, je crois, si c'est l'apologie du terrorisme, quelque chose comme ça, dans la circulaire du ministre. Je n'ai pas les thèmes exacts. Mais quand vous lisez la loi sur le terrorisme au Cameroun, M. Dipita, à la vérité, tout le monde peut être traité des terroristes. Tout le monde. Et c'est là où on convoque le fait que toutes les lois ne sont pas bonnes pour les citoyens. Toutes les lois ne sont pas bonnes pour les libertés d'expression. Toutes les lois ne sont pas conformes, n'est-ce pas, au statut portant liberté d'organisation. Parce que c'est très facile de dire, si nous disons par exemple que, écoutez, M. Paul Biya est fatigué de la partie, on peut nous traiter de terroristes. Parce que cette loi-là, je l'ai lue, elle fait peur. Elle fait peur. Et chaque fois qu'elle est convoquée par une autorité administrative, on s'interroge, on se dit sur quel fondement il se base pour traiter une organisation comme celle-là, d'organisation qui a des comportements terroristes. Maintenant, c'est une pratique camerounaise. Pour votre question, l'État camerounais viole ses propres lois. D'accord. L'État camerounais, aujourd'hui, a un souci réel avec les organisations qui, aujourd'hui, se battent pour faire briller, parce que le rôle que le REDAC joue et les autres organisations qui l'accompagnent, c'est un rôle d'encadrement, de soutien. On a vu le travail de Nozo. On voit le travail dans la défense des intérêts collectifs. Ce travail-là peut aussi viser à donner des bons points au Cameroun, des bons points à l'État du Cameroun. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est 134e sur 140 États en matière de liberté et de droit, franchement, il faut faire un peu profil bas pour s'interroger sur nos pratiques. Les pratiques ne sont pas encouragées. Patrick Refoué, sur la même question, est-ce que les arguments avancés par le MINAT, fut-il pertinent, prime sur les libertés fondamentales? Écoutez, la première chose, avant de répondre sur le fond, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que le ministre de l'administration territoriale n'a pas seulement sorti le fouet, comme je l'entends dire ici. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, en 2022 déjà, le ministre de l'administration territoriale avait rappelé aux associations et organisations leurs obligations vis-à-vis de la tutelle, qui consistait au dépôt d'un rapport, du rapport financier, et dans le rapport financier, il fallait que les sources de financement soient à jour. Moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les organisations qui poussent des cris d'orfraie aujourd'hui mettent sur la place publique, les médias sont là pour ça, mettent sur la place publique l'ensemble de ces rapports, mettent sur la place publique
états financiers, c'est ce qu'il faut apporter aux Camerounais. Parce que les Camerounais ont besoin de savoir, de comprendre. Vous prétendez que vous faites ceci, bon, vous avez reçu 16 milliards. Les 16 milliards, là, c'était pour faire quoi? Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde aujourd'hui où un certain nombre de puissances, comme elles ne peuvent plus utiliser les coups d'État pour changer les régimes dans un certain nombre de pays, utilisent les ONG. Non, ça, je parle d'éléments qui sont établis. Je dis, beaucoup d'ONG sont de faux nez d'un certain nombre de puissances qui les utilisent pour faire avancer leurs agendas idéologiques ou pour des raisons politiques, c'est-à-dire pour retourner les opinions publiques. Mais sur le fond, maintenant j'en viens sur le fond, le ministre de l'administration territoriale a pris un acte. Et la plupart des défenseurs de ces associations prétendent qu'il faut discuter de la base légale de cet acte. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent que les actes administratifs bénéficient du privilège du préalable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un acte administratif, lorsqu'il est pris par une autorité, bénéficie de la présomption de légalité. Donc, la question de la légalité ne se pose pas lorsque vous avez en face de vous un acte administratif. Première chose. Deuxième chose, le contrôle de légalité relativement à un acte administratif est un contrôle a posteriori. Donc, la personne concernée, c'est-à-dire le citoyen, ne peut pas juger de la légalité de cet acte. C'est pour ça que la procédure pour remettre en cause un acte administratif, c'est toujours le recours gracieux devant l'autorité en lui disant « Je considère que l'acte que vous avez posé en tant qu'autorité est un acte manifestement illégal. Et je vous demande de le rapporter. » Si l'autorité ne le fait pas, vous saisissez le juge administratif qui va donc annuler l'acte. Donc, personne ne peut, en dehors d'un juge, déclarer qu'un acte administratif est un acte illégal. Parce qu'il est présumé, dès qu'il est pris, il est présumé légal et il produit de facto les effets de droit qui lui sont attachés. Donc là, c'est une question qui, pour moi, est une question qui ne se pose même pas. Maître Alice Combes est une avocate. Elle a choisi d'aller briser les scellés, même si ces scellés ont été posés. Moi, je ne recommande à personne de poser l'acte qu'elle a posé pour une raison très simple. Quand vous appelez Alice Combes et que vous appartenez au grand âge, vous bénéficiez d'un certain nombre de privilèges qui font que même si vous commettez certains comportements délictuels, on peut vous passer ces comportements-là. Maître Alice Combes sait très bien qu'elle aurait dû saisir le MINAT en lui disant « Vous avez suspendu le rédac, je vous demande de revenir sur votre acte. » Et éventuellement derrière saisir le juge administratif si elle pense qu'elle a suffisamment d'éléments. Et encore, je précise que dans ce cas-là, la charge de la preuve incombe à celui qui porte l'affaire devant le tribunal administratif. C'est à lui de démontrer effectivement qu'il y a illégalité. Donc, pour moi, c'est une question qui ne se pose pas. Le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle. Il a constaté qu'il y a des volumes de financement qui sont très importants, qui passent par ces organisations. Il a le droit de considérer que ces volumes-là peuvent servir à financer le terrorisme, parce que Patrick oublie peut-être que nous avons quand même des terroristes sur le territoire camerounais. Il y a des gens au nord-ouest. Non, Pierre-Emmanuel, il y a des gens au nord-ouest et au sud-ouest qui sont des terroristes. Et il y a de l'argent qui entre dans ce pays pour financer. Mais c'est une suspicion. Entre le REDAC et... Mais ce qu'on se demande, c'est où va l'argent. Il y a 16 milliards qui sont entrés. Cet argent est allé où? Le ministre ne dit pas que les 16 milliards sont pour le REDAC. Ces organisations ont reçu, il y a 5 organisations qui ont géré 16 milliards. Or, il y a une disjonction entre les activités réalisées et les montants financés. Où va l'argent? On peut légitimement soupçonner qu'une partie de cet argent est finie dans les poches des terroristes qui tuent et pillent nos frères et nos sœurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une suspicion légitime qui implique que le ministre ait pris les décisions
suspensive qu'il a pris. Et moi, je dis encore, pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole, le ministre aurait dû aller plus loin dans certains cas en suspendant. Et je crois qu'il y a 2 organisations qui ont été définitivement... Voilà, définitivement... 3 suspendus, 2... Voilà. Il y a 2 organisations qui ont été définitivement suspendues. Moi, je souhaite que pour les organisations suspendues, si elles se conforment pas... Elles ont jusqu'en janvier 2027. Voilà. Si elles ne se conforment pas, je crois, au 25 janvier, aux exigences qui ont été posées, je suppose que le ministre prendra ses responsabilités et les dissoudra purement et simplement. Maître Payer, entre sécurité et liberté fondamentale, la balance penche de quel côté pour vous? Sécurité et liberté fondamentale. Moi, je dirais que les libertés fondamentales baissent plus. Parce que si on a cette liberté, je crois que... Donc vous voulez être libre, mais entendre les coups de feu autour de nous la main. Non, mais loin de ça, je voudrais dire, quand on a déjà cette liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se comporter d'une certaine manière, je crois qu'il n'y aura pas tellement de... Parce que quand il y a coup de feu, ça voudrait dire que les gens sont peut-être violés, ils sont peut-être abusés dans leurs droits et leurs devoirs qui peuvent s'élever. Les libertés fondamentales, c'est très capital. Cela, c'est protégé par les textes fondamentaux dans tous les pays, les conventions et tout ça. C'est pas dit que quand on dit on pèse de ce côté, on encourage plutôt les coups de feu. Les coups de feu peuvent sortir parfois parce que tellement les gens sont brimés dans leurs droits. Parce que tout ce que nous vivons là, à l'heure actuelle, nous voyons que certains Camerounais, quand ils cherchent même à pouvoir mieux s'exprimer, ils sont violentés. Alors ça rebelle certaines personnes. La sécurité là, vous pouvez m'amener à dire que je vois que les deux s'équivalent. On n'est pas là pour souhaiter que les coups de feu soient. Mais quand il y a cette insécurité, cherchons les sources de l'insécurité. Ça part d'où? Est-ce que le citoyen est dans ses droits pour pouvoir vivre sa liberté, la liberté d'expression, la liberté de vaquer à ses occupations librement et tout comme ça? Donc il est question quelque part, quand nous voyons cela, nous SDF, comme je veux vous dire, le SDF a l'être humain au centre de toute activité. Parce que quand nous sommes avec la social-démocratie, ça veut dire que l'individu est très considéré à l'intérieur. On a beau faire des développements partout, mais il faudra voir, est-ce que ce citoyen qui est là, est-ce qu'il est dans des droits, est-ce qu'il peut vivre dans des conditions à ne pas se lamenter et devenir par la suite rebelle. Et voilà là où peut-être quand vous parlez de coups de feu, mais c'est pas le souhait des Camerounais. Nous sommes là, ce que nous vivons, c'est que il y a des arguments que le ministre le docteur Rifoué a tellement développé. Mais quand il veut dire, si on veut parler même du REDAC ou quoi que ce soit, je ne sais pas si le REDAC fonctionne rien qu'en réseau de l'homosexualité, mais je vois le REDAC fonctionner aussi dans d'autres alternatives. Si j'ai pu dire que je donne ma voix, je donne mon soutien au REDAC, c'est pas par rapport à l'homosexualité qui est d'ailleurs interdit par le Code pénal camerounais. Je ne suis pas là pour dire que si le REDAC se résumait, rien qu'en homosexualité, je ne serais pas en train de dire cela. Ce serait marcher sur les textes camerounais parce que l'homosexualité jusqu'à l'heure actuelle est interdite. Et le SDM même n'est pas là pour marcher contre les textes de loi, à savoir le Code pénal. Il est seulement question de voir la façon dont on procède. Le ministre peut voir que les gens sont en déviance par rapport au texte. Mais il peut rappeler, il peut convoquer les responsables de l'ONG pour déjà faire des avertissements, même de manière écrite. Mais quand on revient seulement là, on dit, bon, voilà, il y a eu telle chose. C'est vrai que c'est dit, il y avait eu, à un certain moment, on a demandé aux ONG de pouvoir faire des déclarations de tout ce qui se passe. Ben, il peut y avoir un relâchement. Mais ce n'est pas toujours de prendre la chicotte pour fouetter immédiatement. Et il est question de pouvoir même faire comme si on peut même donner des avertissements pour vous dire, une fois de plus, vous ne marchez pas. Essayez de vous mettre en règle, sinon dans tel nombre de mois ou tel nombre de jours, on reviendra frapper. Est-ce que c'est le cas? Ça allait très vite. On a seulement suivi comment il fallait suspendre 3 et annuler carrément. Dissoudre 2.
C'est vrai s'il est dans son chapitre, mais il faut essayer de voir qu'est-ce que ces ONG jouent au Cameroun, essayer de voir qu'est-ce que ces ONG ont posé comme acte très négatif, avant de voir comment trancher de manière aussi fulgurante. D'accord. Vous allez certainement dire un mot sur le thème, ou alors sur la question qui a cours. Mais derrière, vous reviendrez pour la troisième prise de parole sur les conséquences politiques et éventuellement sur le risque pour la liberté et la démocratie. Donc allons-y pour la question encore. En fait, la question concernant la sécurité ou les libertés. Les libertés, absolument. Ok. Ces deux notions sont étroitement liées. Pourquoi je dis qu'elles sont liées? Je vais sur un postulat, celui de la guerre au Nozo, ou la crise nord-ouest et du sud-ouest. C'est à cause de la violation des droits de l'homme que la situation s'est enlisée jusqu'à arriver à une lutte armée. Si l'État avait pris les dispositions de respecter les droits de l'homme, en l'occurrence de ne pas violenter les avocats anglophones, les étudiants, les enseignants, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc un État qui ne travaille pas dans le sens de promouvoir la paix sociale, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, cet État-là va tout droit vers le mur. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui avec nous, notre pays. Donc, ce sont des notions étroitement liées. Nous sommes d'accord que l'État doit garantir la sécurité des biens et des personnes. D'ailleurs, même, je suis l'un de ceux qui pensent souvent que même au niveau de notre sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'auprès de l'armée, l'effectif que nous avons, je suis l'un de ceux qui pensent que l'effectif de l'armée camerounaise doit être revu à la hausse. Nous avons une armée qui est composée essentiellement autour de 70 000 hommes. Donc 70 000 soldats. Il faudrait qu'elle passe au moins à 100 000 à 120 000 soldats pour être classée au moins dans les 10 premières armées en termes d'effectifs en Afrique. Le Cameroun est très loin classé derrière. Donc, on a encore des efforts à faire pour renforcer la sécurité au niveau des frontières, la sécurité intérieure. Mais encore, il faudrait que le Cameroun joue beaucoup sur l'intelligence. L'intelligence au niveau du renseignement. Parce que l'intelligence au niveau du renseignement voudrait que les cellules, comme par exemple la sécurité militaire ou bien la DGRE, ne se constituent pas en bourreau pour les populations, pour les civils que nous sommes. Ces cellules de l'armée ou bien ces branches, ces services de l'armée devraient plutôt travailler dans l'intelligence pour collecter les informations qui vont permettre à ce que l'État soit capable d'anticiper sur des crises, que ce soit sociales ou des crises sécuritaires. Donc c'est leur rôle. Il faut que, et l'équation voudrait que l'État s'investisse dans la promotion des droits de l'homme pour garantir la paix sociale et donc la sécurité. Et donc la sécurité. Vous voulez s'entendre par exemple que le MINAT, si les éléments avancés sont avérés, notamment la question du blanchiment d'argent, la question de l'utilisation non connue de cet argent sur le territoire camerounais, il n'y a pas d'anticipation si c'était le cas? Non, tout le monde a dit c'est que le MINAT est en droit d'interpeller les organisations non gouvernementales, par exemple sur la nature de leur financement et l'utilisation de ces financements-là. Ça, c'est quelque chose qui est dans ses fonctions, relève des fonctions régaliennes. Mais encore est-il qu'il faut que ce MINAT utilise la procédure appropriée pour cela. Mais tout à l'heure, Patrick Rouffaut parlait des rapports à déposer. Moi, je pense que, et c'est ça, et c'est pour cela que je suis effectivement l'un de ceux qui pensent que dans la Troisième République, il faudra qu'on ferme l'ENAM. Il faudra qu'on ferme l'ENAM parce que c'est une école qui est désuète, elle est dépassée, elle n'est plus adaptée aux réalités du management moderne. Pourquoi? Parce que le management moderne voudrait que les managers aillent vers les personnes qui sont
sous leur autorité. C'est-à-dire que le MINAT est en position de créer des conditions de travail qui font à ce que ils n'ont même pas besoin que ce sont les ONG qui viennent déposer les rapports. Ils devraient travailler en étroite collaboration avec les ONG. C'est-à-dire que le MINAT devrait avoir un agent affecté auprès de chaque organisme non gouvernemental. Parce que quel est le rôle des organisations non gouvernementales? Nous tous, on connaît le droit international. Le principe de à partir de quel moment les organisations internationales non gouvernementales sont nées. Les organisations non gouvernementales ont pour rôle de soutenir l'action de l'État. Parce qu'on estime que l'État est limité et par les moyens humains, financiers, matériels, informationnels pour assurer ses fonctions régaliennes. C'est pour cela que les organisations non gouvernementales et les multinationales, parce que ces deux organisations ont le même niveau c'est-à-dire que de poids sur le plan du droit international. Ces organisations non gouvernementales viennent en soutien à l'État dans l'accomplissement de ses missions. Donc, il est bénéfique pour l'État, non seulement du Cameroun, mais chaque État, d'assainir les relations avec les organisations non gouvernementales, de bien les gérer. Or, qu'est-ce qu'on constate au Cameroun? Dans le cadre de notre pays, c'est plutôt la répression qui est utilisée. Tout à l'heure, on parlait du classement. Ce classement n'augure pas un lendemain meilleur pour notre pays. Ce classement montre que le Cameroun est en réalité une dictature. Parce qu'un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, un pays où on ne respecte pas l'état de droit, où la justice sociale a foutu le camp, ce pays est un pays de dictature. Alors, la question d'après, vous gardez la parole pour ce troisième tour de table. Alors, y a-t-il risque pour la démocratie et la liberté d'expression? Y aurait-il des conséquences politiques et sociales? Oui, il y a des conséquences politiques et sociales. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de nous diriger tout droit vers une élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui le climat délétère de notre pays continue à être entretenu. Il faudrait que l'État travaille aujourd'hui dans le sens d'apaiser les tensions sociales, d'éviter d'éventuelles tensions à venir en anticipant pour créer des cadres de dialogue et de concertation avec non seulement les ONG, mais les partis politiques de l'opposition et même le parti politique au pouvoir, le RDPC. Donc il y a les conséquences qui sont directes là. Notre pays ne respecte pas un certain nombre de principes et nous sommes exposés à tout. Il faudrait que l'État nous garantisse que l'élection présidentielle de 2025 va se passer dans un climat d'apaisement, dans un climat de paix sociale et dans un climat également de concertation. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce même MINAT a l'obligation aujourd'hui de créer des conditions qui vont permettre à ce que les partis politiques qui vont concourir à l'élection présidentielle de 2025 trouvent un minimum de consensus possible, ne serait-ce qu'au niveau de la loi électorale, pour que les jeux soient équilibrés et que les uns et les autres ne soient pas capables d'appeler, que les perdants ne soient pas capables d'appeler les vainqueurs après au lendemain de l'élection pour les féliciter, comme ça se passe dans d'autres démocraties. Mais en l'état actuel de la situation, cela ne sera pas possible si rien n'est fait au niveau de l'administration territoriale et du gouvernement pour améliorer la situation. Maître Paillard, conséquences sur les aspects politiques et sociaux, risques sur la démocratie, la liberté d'expression? Oui, bon, comme je remercie déjà mon co-panéliste Bina, qui a pu comprendre quand l'honorable Joshua aussi, actuellement chairman du SDF, a dit que les normes, parce que c'est tellement ces énarques ils sont parfois plus royalistes que le roi. Et c'est pourquoi il a trouvé à dire que ça ne valait pas la peine de garder. C'est comme un vestige colonial. Il fallait vraiment, s'il prenait le pouvoir, il allait mettre ça de côté et former les administrateurs autrement. Bon, sinon, les risques que nous courons quand nous voyons ce qui se passe,
Réellement, le Cameroun, à l'heure actuelle, il y a tellement de tensions dans l'air. Il faut désamorcer. À la veille des élections, il faut désamorcer. Si on continue à être très rigoureux, je crois que le MINAT a intérêt à appuyer un peu, faire pédale douce, pour que les Camerounais aillent à ces élections étant sûrs et rassurés que, au sortir des élections, on aura un vrai leader qui pourra gérer tout le Cameroun. Tout à fait. Donc c'est comme ça. Le langage à l'heure actuelle n'est pas tellement de brutaliser. Brutaliser, ça peut amener les gens à se comporter autrement. Tout est parti dans le nord-ouest, il a bien de nos eaux, sur la base de certaines incompréhensions. Quand vous êtes en train de gérer un peu, bien sûr la sécurité, mais il faut aussi préserver les droits. Parce que quand on ne préserve pas les droits, les gens deviennent rebelles et tombent dans la rébellion. C'est l'insécurité totale dans le pays. Donc, il y a à conseiller ou bien à supplier l'AT de pouvoir désamorcer un peu cette bombe. Parce que si ça persiste, ça pourra faire avoir un effet boomerang. Tout à fait. Et vraiment, ça pourrait beaucoup gâcher les choses. Je le dis, le système en place a intérêt. Il faut éviter un deuxième nausée. D'accord. Patrick Obam, sur les conséquences. Les conséquences sont prévisibles. On peut même élaborer un arbre à conséquences de ces actes-là. Quand on refait un peu la jeunesse, d'où on vient, qu'est-ce qui aboutit à la naissance des organisations non gouvernementales. Ouais, c'est ça. Toute l'histoire, c'est suite à des souffrances, Voilà. à des tortures, à des violations de droits humains et à l'incapacité des États à s'auto-évaluer. Il fallait donc des organisations qui ont une certaine autonomie, qui ont un certain pouvoir d'agir dans un domaine précis. Donc, il était important, et le chef d'État l'a dit, il veut qu'on retienne de lui comme étant celui qui a apporté la démocratie. Malheureusement, il n'a pas apporté la démocratie. La démocratie est un vent providentiel. C'est un vent providentiel Bien sûr. qui émane de l'aspiration des humains à vivre dans un monde libre, un monde de libre expression où on peut interagir. Parce que la paix qu'on chérit au Cameroun, c'est quoi? De façon simple. La paix, c'est un état d'interaction harmonieuse entre les différentes entités qui constituent la société. Et dans un état où on applique la répression, il ne faut pas oublier que nous sortons d'un système colonial. On a vu avec l'UPC qui a été matraqué, et on sait que c'est ce régime qui continue, depuis le feu président Aïdjo au président Biya aujourd'hui. Donc il y a ces anciens clichés qui reviennent. Et on se dit donc que si les Camerounais sont toujours opprimés, ça veut dire que dans leur fond intérieur, ils ont des aspirations à la liberté, à l'émancipation. Ils sont piétinés. De la répression, de la violence, naît l'agressivité. De l'agressivité naissent la rébellion et d'autres facteurs. Donc il est évident que quand vous avez tapé tellement un enfant, comme ce cas, on tabasse les partis politiques, on les matraque, on fouette les leaders politiques. On a vu le mandat passé, on a vu tous ces hommes-là. On rentre dans le cas des ONG, qui sont des organismes non gouvernementaux, qui ont eu un mandat de l'État. Parce qu'il faut bien rappeler cela. Il a bien fait de le citer. Ces organisations ont un mandat, un récépissé, où l'État dit, au regard de ce que vous avez décrit, nous vous conférons le pouvoir d'agir dans tel et dans tel domaine. D'où la nécessité de suivre leurs actions. D'où la nécessité de se concerter, de travailler avec ces organisations-là. Il est anormal qu'aujourd'hui, le MINAT passe sur les médias, disent que voilà, il lève des fonds illicites qui peuvent conduire à des troubles, ainsi de suite. Donc je crois que les conséquences sont graves, M. Dipita. Les conséquences déjà sur l'émancipation des peuples. Vous voyez, nous sommes derniers aujourd'hui en Afrique, sur tous les plans. Nous sommes derniers sur tous les plans. Ce n'est pas le Cameroun de Oumiobe, okay, qui peut être 134e pays sur 140 en matière de liberté de droit. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. L'humain n'est plus au centre des préoccupations de ce gouvernement. C'est comme ça. L'humain n'est plus au centre. Et on le voit aujourd'hui. Quand vous êtes fort, la notion de force ne réside pas dans le matraquage des faibles. La force est une notion dissuasive pour protéger les faibles. Mais aujourd'hui, regardez le cas de votre confrère, M. Tanfou. Face à 3 gendarmes dans une voiture, ont réussi à le plaquer le genou. Le genou. Et dans le rapport des enquêtes, vous avez vu, destruction des biens de la gendarmerie, et ainsi de suite. C'est pas normal. Donc, et l'autre conséquence, c'est laquelle? Vous savez, aujourd'hui,
quand on a vu les conflits dans la sous-région Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, mais écoutez, ces peuples aspirent à la liberté. Et lorsqu'on vous aura tabassé, on vous aura massacré, on vous aura empêché de vous exprimer, il s'est dit même encore, il s'est passé un événement pas plus tard que hier, apparemment dans une chaîne compteur, où après une émission télévisée, un commissaire qui est arrivé avec des éléments, il a demandé à s'entretenir avec les panélistes. Après l'émission, ils ont paniqué, mais il leur a dit non, c'est pour vous sensibiliser. Parce que vous êtes des hommes politiques, votre voix porte. Donc il les a appelés à revoir leur langage, ainsi de suite. Ça s'est passé sur un plateau hier. On a eu un rapport de notre camarade qui est parti à cette émission. Bon, il y a pas, les Camerounais sont pacifiques, voyez-vous. Le Cameroun est un État pacifique, pas parce que nous avons peur, mais les Camerounais eux-mêmes sont pacifiques. Et les hommes politiques, dans notre histoire, se sont battus à éduquer les peuples, à respecter les institutions et les lois. Quand un ministre se comporte de cette façon-là, quand il insulte un homme politique, des hommes politiques qui ont le mandat du peuple, qui sont élus par les populations, alors que lui, il a été nommé par un élu du peuple, ce n'est pas normal. Donc, il faut expliquer à ceux qui nous suivent à la maison qu'un État de droit, c'est un État où fondamentalement, dans les politiques de gouvernance, on respecte l'humain. On prend en considération l'entité qui est l'homme, on la met au centre de nos préoccupations. On a certes les moyens de répression, mais les moyens de répression, ce sont les moyens qui sont utilisés au cas où il y a opposition, au cas où il y a violence. Mais dans le cas d'espèce, je peux vous rassurer, les partis politiques ne sont pas ceux-là qui apporteront la guerre. Jamais. Les ONG ne sont pas celles-là qui apporteront les troubles. Les partis politiques, dans nos fractions politiques, nous passons le temps à éduquer et à sensibiliser les populations. Donc, si ça continue comme ça, c'est pas moi qui vais le dire, mais les Camerounais pourront décider un arbre à conséquences. Et les conséquences peuvent aller de conséquences à conséquences. D'accord. Et aboutir à ce que nous ne voulons pas. Conséquences politiques et sociales, risque pour la démocratie et la liberté d'expression. Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais faire une petite précision parce que j'ai entendu Patrick dire quelque chose qui m'a hérissé le poil. Monsieur Poulatin Andji est connu pour son langage particulièrement métaphorique et il utilise souvent un certain nombre d'images qui relèvent d'un certain nombre de nos langues vernaculaires. Donc ce langage-là peut être mal compris, mais je pense qu'il a rarement été insultant vis-à-vis des leaders politiques. En revanche, moi j'ai souvent lu les communications du secrétaire national à la communication du PCRN. Et parfois je suis tombé de ma chaise en lisant certaines expressions que je préfère ne pas répéter ici par respect pour ceux qui nous écoutent. En la matière, franchement, son langage est beaucoup moins châtié que celui du ministre Poulatin Andji. Maintenant, pour ce qui est des conséquences de cette année, il y a 5 organisations qui sont visées par les mesures qui ont été prises par le MINADI. Et pas des moindres. Voilà. Bon, ce ne sont pas les seuls, premièrement, ce ne sont pas forcément les plus importants parce qu'il faut faire attention à cette importance qui est construite par les médias. Ce n'est pas parce que les médias vous tendent un micro tous les jours que vous devenez subitement plus important. Non, ce sont les médias. Je veux dire que les travaux de certaines de ces organisations ont quand même des portées au-delà de nos médias. Amnesty International, les Nations Unies, les entités internationales. Vous faites bien de citer des organisations comme Amnesty. Mais quand vous allez Nations Unies aussi. Voilà, quand vous allez sur le site d'Amnesty, vous avez tous les rapports de cette association-là. Moi, j'aimerais qu'on fasse que ce soit la même chose chez nous. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le site du REDAC, vous avez tous les rapports d'activité du REDAC. C'est ça la transparence. Parce que beaucoup de ces associations-là exigent à l'État d'être transparent. Mais elles ne le sont pas. Et dès qu'il y a une sanction qui tombe, elles jouent les victimes. Non. Nous sommes dans le cadre du respect de l'état de droit. Et l'état de droit, ça signifie être astreint aux lois et règlements qui s'imposent à nous. Il y a 5 organisations qui sont sanctionnées, 2 qui sont dissoutes, je crois, 3 qui sont suspendues pour 3 mois simplement, qu'elles se mettent en règle. Je rappelle d'ailleurs que le REDAC avait déjà été suspendu préalablement durant 3 mois. Et ensuite, l'association, l'organisation a recommencé à fonctionner. Donc, ce n'est pas nouveau. Qu'ils se mettent en règle, ils vont fonctionner. Moi, je suis allé, en préparant cette émission, quand vous m'avez envoyé les sujets, je me suis amusé à aller sur le site du MINAD pour voir le nombre
il y a plus de 300 ONG qui sont légalement reconnues. Vous avez plus de 600 associations qui fonctionnent au Cameroun. Donc il y en a 4 ou 5 qui sont rappelées à l'ordre pour 3 et puis dissoutes pour 2 ne remet pas en cause le fonctionnement, l'existence du mouvement associatif. Les ONG vont continuer à fonctionner parce que le régime est un régime, Patrick l'a rappelé, c'est un régime, pour le principe, c'est un régime déclaratif, c'est-à-dire qu'il suffit de déclarer votre ONG et si au bout d'un certain temps, l'autorité administrative ne prend pas acte, en fait, vous avez déjà une existence, légale. Donc, je dis, il n'y a pas de menace, là-dessus. Ce qui importe, c'est-à-dire, si effectivement, comme l'a dit Pierre-Emmanuel, ces organisations accompagnent l'État dans la réalisation de ces missions, il est important que le Camerounais soit informé chaque fois que des actions sont posées. Il faut que ces associations fassent preuve de transparence. Parce qu'aujourd'hui, elles accusent le MINAT, mais qu'est-ce qu'elles mettent en face? Des accusations qui ne peuvent pas être étayées. Le MINAT dit, le GAFI, j'ai été saisi par la NIF, qui elle-même fait attention parce que le GAFI a mis le Cameroun sur sa liste grise. J'ai été saisi par la NIF qui me dit, vous recevez un certain nombre d'associations que vous patronnez, ont reçu des financements qui sont des financements suspects. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les dispositions qui s'imposent. D'autant qu'il avait prévenu ces ONG de se mettre en règle. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ces ONG se mettent en règle. Et se mettre en règle, c'est aligner l'objet annoncé et les activités. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concordance parfaite et faire en sorte que les financements ne soient pas des financements. Donc pour vous, la balle est dans le camp des ONG. C'est aux ONG de montrer patte blanche, à la fois vis-à-vis de leur administration de tutelle, mais aussi vis-à-vis des populations camerounaises, parce qu'elles sont supposées, je suis d'accord avec Pierre-Emmanuel quand il le dit, elles sont supposées accompagner l'État dans l'accomplissement de ces missions, qui sont des missions d'intérêt général, donc au service des populations. À partir de là, les populations doivent être informées de tout ce qui est fait par ces organisations. Dernière chose que je voudrais rappeler, l'administration, notamment l'administration territoriale, maille tout le territoire. Moi, j'ai la chance de voyager un peu et je suis souvent allé dans l'arrière-pays où vous constatez, quand vous rencontrez les administrateurs, ils vous disent, bon, il y a telle ONG qui est venue mener des activités ici, mais elle ne nous a même pas prévenu de ce qu'elle venait mener des activités dans mon arrondissement ou dans mon département. Bon, ce n'est pas l'administration d'aller courir. Quand on ne leur donne pas l'argent. Ce n'est pas. Non. Vous savez, Pierre, il y a même certains chefs de village où ils font ça même pour les partis politiques. Je ne savais pas que tel parti devait arriver aujourd'hui. Je ne savais pas que le MS devait être là. Je ne savais pas que. Non. Ce d'autant que nous sommes quand même dans un pays où il y a des zones où la question de la sécurité est une question importante. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous pouvez risquer de vous faire enlever, vous pouvez risquer de tomber dans une embuscade et autres. Donc, quand vous ne prévenez pas les autorités pour qu'elles prennent des dispositions seulement pour accompagner votre sécurité, vous vous mettez en danger. Et si jamais, beaucoup de ces ONG ont souvent des expatriés, si jamais vous faites enlever, c'est au gouvernement qu'on va poser des questions. Ce n'est pas aux responsables de l'association pour laquelle vous travaillez. On va dire au gouvernement, mais il y a notre ressortissant qui est arrivé chez vous et il se trouve qu'il a disparu. Donc, il y a une collaboration qui doit être une collaboration franche et honnête, mais je dis, contrairement à ce que Pierre-Emmanuel pense, les ONG sur le terrain ne jouent pas toujours le jeu de la transparence parce que la collaboration doit être dans les deux sens. Effectivement, l'administration doit aller vers ces ONG. En un mot. Les ONG doivent également être en collaboration permanente avec les démembrements sur le terrain de l'administration territoriale. En l'état, Maître Alice Comé a attendu à la préfecture chez le préfet du Vouri, qui a décerné une convocation administrative. On sait qu'il a le pouvoir de détention administrative, donc on interroge un peu la suite de cette actualité. D'autre part, le ministre de l'AT était en conférence de presse ce soir où il a dit sa détermination et son engagement, évidemment, à combattre tout délit dans ce sens-là. Question simple et vraiment en 1 minute pour chacun. Comment on en sort? Comment on sort de
cette NAS qui semble s'être formée autour de ce sujet-là, Maître Payere? Je crois que, bon, je ne voulais même pas tellement parler. Quand vous interpellez la concerne, Maître Alice, comme que je respecte beaucoup, je ne voudrais pas être juge. Mais je souhaite bien qu'il y ait plutôt rapprochement entre les parties. Je sais c'est une avocate assez aguerrie. Je sais qu'elle a déjà engagé des procédures. Je sais aussi que, quelque part, peut-être, il n'y a pas eu... peut-être le ministre lui-même n'a pas été au courant de certaines choses. Parce que quelque part, la façon que le courrier arrivait à cette avocate, ce n'est pas aussi tellement passé par une chefferie pour l'atteindre. Ça la choque aussi. Donc je dis, pour moi, il ne faudra pas qu'il y ait trop de tension. Il faudra que... elle ira, comme elle a dit. Elle a dit qu'elle sera. C'est peut-être les escaliers qui vont la déranger. C'est Emmanuel. Bon, Maître Alice Com, qui est une maman que j'aime beaucoup, affectueusement, va se rendre à cette convocation-là, mais pas à la date d'aujourd'hui, parce qu'elle a évoqué certaines raisons qui lui ont empêché de se présenter aujourd'hui. Je pense que le préfet va la saisir de nouveau et puis elle va se présenter à cette convocation-là. Elle va déférer à cette convocation-là. Et je conseillerais au préfet du Vouri, qui est à la tête d'un département, d'un des plus grands départements de notre pays, de travailler pour l'apaisement et la paix sociale dans le Vouri, et que dans le cadre de ce travail, qu'il crée une concertation non seulement avec le REDAC, mais les autres organisations qui sont sur le coup de suspension du MINAT, afin d'être un relais entre le MINAT et ces organisations-là, de telle sorte que au sortir de là, que nous puissions avoir un meilleur rendement et que ces organisations puissent continuer à vaquer sereinement à leurs occupations, parce qu'on aura besoin de toutes ces organisations pour garantir des élections libres, crédibles et transparentes au Camerounais en 2025, dans le cadre de leur accréditation au niveau de non seulement de la surveillance et de la mobilisation également sur le terrain aux côtés de l'ECAM, parce qu'il y a aussi parmi ces ONG beaucoup qui s'investissent aux côtés de l'ECAM dans les inscriptions massives sur les listes électorales. Donc ça, il faut le préciser aussi. Patrick. Non, mais écoutez, je pense que j'ai indiqué tout à l'heure que si Pierre-Emmanuel ou moi avions brisé le scellé après avoir ameuté les médias, bon, ce n'est pas une convocation administrative qu'on aurait reçue. On aurait saisi le procureur de la République parce que c'est un délit et il y a d'ailleurs une circonstance aggravante dans ce cas-là. Mais Maître Alice Com bénéficie du privilège du grand âge et en vertu de ce privilège-là, bon, on lui a servi une convocation administrative. Tout ce qui va se passer, c'est qu'elle va se rendre chez le préfet va l'engueuler un peu et puis elle va rentrer chez elle. Et, je m'attends pas à ce que ça aille plus loin que ça, parce que ça ne peut pas aller plus loin que ça vis-à-vis d'une personne de sa stature. C'est-à-dire que personne ne comprendrait que pour un délit comme celui-là, on poursuive une personnalité comme Maître Alice Com, qui est une matriarche aujourd'hui. Si ça avait été moi, j'aurais dit tout de suite, quand je dis moi, c'est-à-dire quelqu'un de ma classe d'âge, j'aurais demandé tout de suite à l'administration de saisir le procureur de la République. Mais dans ce cas-là, elle va être bonne pour une engueulade et puis elle va rentrer à la maison. Patrick Obama. Alors, on constate que la réaction de Maître Alice Com est proportionnelle à la réaction du préfet. Servir une convocation par voie de chefferie de quartier du canton Belle pour une personne de ce rang-là, elle n'a pas jugé opportune de s'y rendre. Je pense que déjà les indicateurs sont favorables. Elle a répondu à l'autorité administrative.
On a posé le deuxième scellé, je crois, ce soir. Elle s'est dressée par voie écrite, impatiente. Je crois que, comme a dit Patrick Rifoué, c'est plus de peur que de mal. On est certain que d'ici demain, ils vont devoir échanger. Mais surtout, il faut que l'administration centrale revoie ses méthodes. Parce que s'ils ont pour habitude de brutaliser, n'est-ce pas, les citoyens de cette façon-là, parce qu'ils ont l'autorité administrative, ils auront des réactions de ce genre. Ce serait une autre personne qui aurait réagi autrement. Vous voyez un peu. Donc je crois qu'il faut qu'ils tiennent compte des procédures mises en place. Il y a un ensemble de process qu'il faut convoquer pour que l'autorité administrative qui a le pouvoir et qui a, n'est-ce pas, qui joue l'autorité, puisse saisir des personnes de ce rang ou tout autre citoyen. Je crois que nous plaidons pour qu'il puisse y avoir plus d'apaisement, parce que quand on a fini de fouetter, je l'ai dit encore, les partis politiques, et qu'on fouette encore les ONG, qu'est-ce qui va rester, M. Dipita? Il va rester qu'on aura un État, comme disait le professeur Aoyono, un État fracassé, un État, comment dirais-je, émietté. Et quand l'État va se retrouver seul, sans ONG, pour, n'est-ce pas, la noter, sans parti politique, parce qu'ils sont, n'est-ce pas, agressés, mais écoutez, on n'aura que le RDPC, on revient au parti unique dans ce sens-là. Donc il faut protéger les ONG, il faut protéger leur travail, il faut même saluer leur travail, il faut même que le MINAT produise des rapports dans ce sens-là, disant que telle organisation a contribué à faire ceci, à faire cela. Parce que dans les hommes politiques, il faut le dire, utilisent aussi ces rapports de la société civile. Oui, parce que lorsqu'ils mènent des enquêtes, et vice versa, on a ces indicateurs qu'on utilise. Donc il faut que le MINAT aussi ait une attitude beaucoup plus souple et républicaine. Et quand je dis le MINAT en haut, je fais allusion aussi au préfet qui ne représente pas au niveau des départements. Donc nous plaidons pour l'apaisement et nous sommes certains que d'ici demain ou après-demain, ils rentreront tous dans les bons sentiments, dans les mêmes sentiments. On va passer au deuxième thème de ce soir, juste après la transition, pour essayer en une trentaine de minutes de voir les contours du budget de 2025 et surtout s'il pourrait répondre aux attentes des Camerounais. Voilà donc les priorités entre innovation, besoin de développement. Alors, messieurs, plus de 7 000 milliards cette année. D'abord, est-ce un budget qui correspond au potentiel de notre pays? Est-ce un budget ambitieux quand on connaît les besoins, notamment dans les secteurs sensibles, éducation, santé, infrastructure, pour ne citer que cela? Avez-vous le sentiment que le gouvernement a été réaliste au niveau des besoins qu'expriment les Camerounais? Maître Payer. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, la social-démocratie, c'est l'homme au centre. On voudrait bien que l'homme au centre soit à l'aise. Le SDF encourage aussi la production. On n'est pas comme à l'extrême droite ou quoi que ce soit. On est centre-gauche. Et là, l'homme étant au centre, on voudrait bien que l'homme vive dans de bonnes conditions. Le budget que nous avons, comme vous avez bien fait de le dire, près de 7 milliards et poussière, ça ne fait que 7 000 milliards et poussière. On sait chaque année, on est obligé d'augmenter parce que la population augmente aussi. Mais les secteurs les plus sensibles, c'est comme vous le dites, l'affaire sociale, santé, éducation. Quand on lit bien ce budget, on voit bien que au niveau de la santé, bon, ce n'est pas si mal si on a 297 milliards. Si au niveau des affaires sociales, on a 25 et poussières, vous voyez que là, vraiment, c'est un peu... On tombe un peu dans le vide des affaires sociales. Et en matière d'éducation de base, bon, c'est quand même acceptable aussi. Aussi, bon, je ne suis pas contre ce qui se passe pour les affaires au niveau des travaux publics, parce que là, il faut investir. Bon, le problème maintenant, c'est que tous ces ministères-là, on va voir par rapport à d'autres ministères qui sont assez budgétivores, donc là où les montants sont un peu bien élevés. On va s'interroger seulement, est-ce que tous ces montants-là, parce que quand on le fait, on le dit, c'est déjà tel montant.
l'État. C'est la manière, on s'interroge en perspective, est-ce que ces montants-là seront utilisés à bon escient? Bon, c'est ce que nous allons voir, on ne peut pas déjà juger cela ici. Mais sinon, on se dit que si ça a été un peu bien vu ailleurs, il y a quand même des endroits où il fallait voir mieux. Parce que comme le SDF fonctionne avec le social, avec l'être humain qui doit être vraiment bien entretenu, la répartition et l'entretien des couches défavorisées. Il fallait un peu maximiser au niveau des affaires sociales, maximiser au niveau de la santé. Cameroun a besoin d'une bonne santé. Il ne faudra pas que les gens disent toujours, si on n'a pas de moyens, on ne peut pas soigner. Et tous les Camerounais ne sont pas à l'aise pour pouvoir se soigner dans de bonnes conditions. L'État a intérêt à pouvoir regarder de plus en plus et surtout surveiller que ces montants-là soient utilisés à bon escient. D'accord. Donc, même au niveau de l'éducation de base, c'est toute la base, ça commence par là. Mais quand nous regrettons de voir quel traitement les enseignants ont souvent, est-ce que vraiment le budget qui est allé et Titi va à l'enseignement au niveau de l'enseignement de base, ça peut effectivement sortir l'enseignement camerounais de la misère qu'il vit actuellement? Alors, ça amène à nous interroger. Il fallait aussi maximiser un peu plus ça-bas. 7317 milliards,7, c'est dans le budget adopté. On voit bien que la part belle est réservée aux travaux publics. Ensuite, Minébase, donc l'éducation de base. Patrick, Pierre-Emmanuel, ce budget vous semble-t-il réaliste, ambitieux? Bon, réaliste, je préfère d'abord choisir ambitieux, l'adjectif qualificatif ambitieux. Ce budget est très loin d'être ambitieux. Parce que je vais faire un petit historique des budgets au Cameroun, à valeur comparée avec un autre pays qui avait un même niveau de revenus que le Cameroun sur le plan économique, la Côte d'Ivoire. En 2010, le budget du Cameroun, de l'État du Cameroun, est évalué à 570 milliards de francs CFA. Pendant que la Côte d'Ivoire, son budget était évalué à 2481 milliards de francs CFA. Nous sommes en 2010. Ça veut dire que le Cameroun et la Côte d'Ivoire avaient sensiblement le même niveau de budget de l'État, que ce soit en termes des recettes de l'État ou en termes de dépenses publiques. Alors, et c'est une période, il faut préciser, où la Côte d'Ivoire n'était pas encore enlisée dans une grande guerre civile. C'était la période avant la guerre civile que ce pays a connue en 2011. Comment est-ce que vous pouvez me dire que partant de 2010 à 2024, le budget du Cameroun est évalué à 7271 milliards, pendant que celui de la Côte d'Ivoire est évalué à plus de 13 000 milliards. C'est-à-dire que de 2010 à 2024, le budget de la Côte d'Ivoire est le double de celui du Cameroun. Et le Cameroun, avec ce budget qui est moins que celui de la Côte d'Ivoire, évolue dans un contexte marqué par les baisses successives des salaires des fonctionnaires entre janvier 1993 et janvier 1994. Et quand on fait un cumul des deux baisses successives des salaires des fonctionnaires camerounais, ce cumul représente 70% de la structure de leur salaire. 70%. Et donc ça veut dire que le Cameroun, au lieu de travailler pour ambitionner son budget, pour augmenter son budget, dans le but d'augmenter par exemple la masse salariale des fonctionnaires et d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, fait du surplace. Puisqu'en Côte d'Ivoire, quand vous prenez le salaire d'un enseignant, c'est 3 fois le salaire d'un enseignant au Cameroun. Et donc, on peut dire que
La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un pays qui a un budget ambitieux. Le Sénégal, aujourd'hui, avec le gouvernement Diomaye Faye, a mis sur pied un gouvernement ambitieux pour 2025. Le Cameroun n'a pas un budget ambitieux, autant pour moi. Le Cameroun n'a pas un budget ambitieux. On a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et en matière d'affectation, tout à l'heure, Maître Paul Payere a annoncé quelques chiffres au niveau de l'affectation dans certains secteurs. Les secteurs clés, tout le monde sait que les secteurs clés, quand on élabore le budget de l'État, il y a l'éducation, il y a la santé, et puis il y a aussi le transport. Le Cameroun, aujourd'hui, est quand même à un niveau acceptable au niveau de l'éducation, c'est-à-dire qu'en termes du taux de scolarisation et d'un certain nombre d'efforts, parce que j'ai fait des calculs, des recherches personnelles, je suis en train de faire paraître un livre bientôt qui sera intitulé « La Troisième République du Cameroun ». Et il faut reconnaître que le Cameroun est à 14% d'affectation au niveau du budget de l'éducation. L'éducation globalement, que ce soit l'éducation de base, secondaire ou supérieure. Le Cameroun a 14% sur le budget de l'État. Les normes de l'UNESCO voudraient que chaque État soit à 20%. Et ça veut dire qu'il y a encore un effort à faire là-dessus. Maintenant, les 14%, il faut aussi dire que dans la vérité, c'est que ces 14% ne tiennent pas compte d'une potentielle augmentation des salaires des enseignants. Or, il faudrait que le Cameroun travaille dans l'optique d'augmenter les salaires des enseignants et de tous les autres fonctionnaires. Et donc, nous pensons qu'il faut encore beaucoup d'efforts à faire pour rendre ce budget ambitieux. Mais nous avons le levier. Parce que le problème se trouve à quel niveau? Les pays qui élaborent des budgets ambitieux ouvrent les vannes et des boulevards aux investisseurs de venir investir dans leur pays, dans des domaines clés qui vont permettre à ce que la richesse soit créée, des emplois soient créés. Je prends un cas simple. Si le Cameroun ambitionne, par exemple, d'intensifier les investissements au niveau de l'énergie, en ambitionnant, par exemple, lancer peut-être 2 ou 3 barrages hydroélectriques ou bien construire une raffinerie, ça veut dire que ça va être ajouté dans le budget de l'État en termes non seulement de recettes, et en termes aussi, au niveau aussi des dépenses publiques. Et ça va obliger le pays à aller chercher des partenaires pour le faire. Et lorsque ce chantier sera lancé, il va créer des emplois. Et ce chantier va payer des impôts à l'État, ainsi de suite. Et il y a un autre indicateur que j'aimerais ajouter au niveau du budget de l'État. Et ça, c'est alarmant. Il faut que l'État, l'administration du président Paul Biya actuel, revoie un peu ses copies. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que depuis pratiquement 6 à 7 ans, le gouvernement n'arrive pas à exécuter au moins 70% du budget d'investissement public? 70%. C'est un problème grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État fait l'effort de vous mettre même à disposition, c'est-à-dire que les ministères, l'État fait l'effort de vous mettre à disposition ce dont vous avez demandé pour investir afin d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Mais vous ne parvenez même pas à utiliser cet argent en termes terre à terre. C'est-à-dire, on prend de l'argent, on te donne, tu dis j'ai besoin de 10 000 francs pour acheter telle chose, le gaz, pour acheter les balais, pour faire telle chose à la maison. On prend ces 10 000 francs, on te donne. Sur une période de 12 mois, on revient, on trouve que tu n'as pas acheté la bouteille de gaz. Tu n'as pas fait ceci. Et tu dis que l'argent là, tu ne l'as pas utilisé, c'est encore là. D'accord. Donc c'est un problème. Au même moment, les pays, je vais revenir sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, en 2023, a utilisé presque 96% de son budget d'investissement public. Donc, vous comprenez que travaux publics, 638 milliards 5, enseignement secondaire, 584 milliards 2,
Et puis eau et énergie, 493 milliards 5. Voilà les plus gros postes du budget. On voit bien qu'il y a infrastructure, éducation et puis sociale. Ce budget vous semble-t-il acceptable au regard des besoins? Écoutez, il me semble que c'est une porte ouverte que j'enfoncerai si je rappelle que ce budget semble coller aux besoins, j'ai même envie de dire aux besoins immédiats de la population camerounaise. La base de tout et la base du projet de société du Cameroun, c'est bien entendu l'éducation. Et il me semble que lorsqu'on cumule, parce qu'il faut regarder ça en termes de cumul, lorsqu'on cumule le Minesec, le Minédub et le Minésup, on est à plus de 1000 milliards. Ce qui situe l'ambition que le gouvernement camerounais a pour l'éducation de ces populations. C'est une priorité. Et cette ambition-là se matérialise quand même dans un certain nombre d'indicateurs. Quand vous prenez le taux d'analphabétisme, c'est bien que Pierre-Emmanuel évoquait la Côte d'Ivoire. Le taux d'analphabétisme qui se mesure chez les personnes de plus de 15 ans se situe à 25% au Cameroun, 25% de la population de plus de 15 ans. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, il est de 47%. C'est-à-dire pratiquement le double. Ce qui signifie non seulement qu'il y a un effort qui est fait au niveau camerounais, que cet effort se matérialise dans des résultats. C'est pour ça aussi que vous avez des intelligences comme Pierre-Emmanuel, Patrick Obama, Maître Payere et beaucoup de Camerounais qui brillent, pas seulement ici. Moi, je regardais récemment le premier Africain qui est allé dans l'espace, qui travaille à l'Agence spatiale européenne. C'est un Camerounais qui a fait son cursus jusqu'en master ici à l'université de Tchang. Quand vous voyez ça, vous vous dites quand même, notre système éducatif, il produit des intelligences. C'est parce que le gouvernement a investi et continue à considérer que c'est une priorité. Les autres priorités, effectivement, sont des priorités infrastructurelles. On est tous sur ce plateau, on connaît les défaillances qu'il y a en termes d'accès à l'énergie, en termes d'accès à l'eau. Ce qui vaut qu'il y ait une réévaluation substantielle. Je crois que le budget du ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie a été multiplié par 3, il me semble. Voilà. De l'eau et de l'énergie a été multiplié par 3. Parce que c'est une priorité et le gouvernement a constaté avec les populations camerounaises qu'il y a de nombreuses défaillances dans ces secteurs-là. Donc il fallait renforcer les ressources. L'autre priorité, bien entendu, c'est l'infrastructure routière. Et il me semble qu'il y a eu des polémiques récemment, notamment à la suite des déclarations du délégué général à la Sûreté nationale sur l'état d'un certain nombre d'infrastructures routières qui sont des infrastructures névralgiques pour l'économie camerounaise. C'est-à-dire le triangle Yaoundé-Douala-Bafoussam et puis le corridor Douala-N'Djamena et Douala-Bangui qui sont les deux corridors sur lesquels on transporte un peu plus d'1 600 000 tonnes de marchandises chaque année. Donc, effectivement, il fallait investir massivement dans ces secteurs-là. Et c'est l'ambition que le gouvernement a. Maintenant, c'est un budget qui est un budget réaliste. Pourquoi c'est un budget réaliste? Pierre-Emmanuel a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a une forme de décrochage entre le Cameroun et le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Effectivement, le décrochage s'observe parce que le PIB de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui 1,5 fois plus élevé que celui du Cameroun. Mais il faut quand même rappeler premièrement que lorsque la Côte d'Ivoire est sortie de sa crise, de la crise qui a commencé en 2002, la Côte d'Ivoire est progressivement sortie à partir de 2012. Nous sommes entrés dans une crise sécuritaire à partir de 2014, du fait, premièrement, de Boko Haram, qui continue à sévir et qui a métastasé dans la région de l'extrême nord, et puis du fait de la crise dans les zones anglophones. Et cette crise-là a eu un effet sur le PIB, c'est-à-dire sur la richesse que nous allons créer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que ce soit Pierre-Emmanuel, Maître Payere
ou Patrick Obama sont des responsables de famille. Je ne connais personne sur ce plan qui pourrait, s'il considère que son budget mensuel c'est 100 francs, emprunter 55 francs pour gérer sa maisonnée. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait. Donc on ne peut pas prendre ces gens en exemple parce qu'ils ne gèrent pas comme des bons pères de famille. Ce qu'on nous a enseigné, moi je préfère exprimer... Permettez. Le résultat est visible, mais il y a une contrepartie. Ce qu'on nous a enseigné, c'est qu'il faut gérer comme un bon père de famille. C'est comme ça que l'État se gère. Ça signifie... L'ambition d'un État, c'est l'amélioration des conditions de vie de sa population. Oui, mais vous ne pouvez pas... Je suis désolé. Les États-Unis comptent parmi les pays les plus endettés. Permettez. Le privilège du dollar permet ça. La Côte d'Ivoire n'a pas le privilège du dollar. Ils ont le franc CFA comme nous. Les Américains ne sont pas obligés de rembourser les emprunts qu'ils ont faits. Parce que le jour où ils décident de le faire, ils font tourner la machine à biais. Et puis ils vous remboursent du papier que vous ne pouvez pas utiliser parce que ça aura été dévalué. Ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire parce qu'elle emprunte et elle doit rembourser en devises. Or, elle ne dispose pas de ces devises. Quand vous empruntez 55% de vos ressources budgétaires, parce que quand la Côte d'Ivoire vous dit notre budget c'est 13 000 milliards, c'est en moyenne 55% depuis quelques années, c'est en moyenne 55% des ressources budgétisées qui sont empruntées. Je dis ce n'est pas sérieux et je ne conseille à personne de faire ça. Ils sont à 27 000 milliards de crédit de dette aujourd'hui et il est attendu qu'ils soient à 34 000 en fin d'exercice. Donc ce n'est pas sérieux. Le Cameroun a choisi sur ce plan-là la modération. Modération pourquoi? Et deuxième chose, Pierre-Emmanuel, regardez bien, quand vous regardez le budget, allez dans le détail. Moi, je suis allé dans le détail des deux budgets. Quand vous regardez en termes de prélèvements fiscaux, la Côte d'Ivoire, c'est 1,5% de PIB. 1,5% le PIB du Cameroun. Mais quand vous regardez en termes de prélèvements fiscaux, c'est pratiquement le même niveau de prélèvements fiscaux. Hein. C'est-à-dire que nous, on a projeté pour cette année des prélèvements autour de 5 500 milliards. Les 1 700 milliards vont être empruntés. La Côte d'Ivoire, ça va être autour de 6 000 milliards de prélèvements fiscaux. Donc, il y a un souci quand on crée autant de richesses parce que nous, on a une croissance molle. Ça, il faut l'avouer, c'est-à-dire que notre croissance ne parvient pas à passer le cap des 5%. On a une croissance... Bon, non, mais écoutez, c'est un fait. Depuis 2015, je crois qu'on a touché les 5% une seule fois. Donc, on a une croissance molle parce qu'on se situe toujours entre 2 et 4%. On ne va pas au-delà. Eux, ils vont au-delà, sauf que leur rythme d'endettement est tel que... Moi, je me pose toujours l'action. Comment ils vont faire pour rembourser cet endettement? Quand vous regardez la courbe de l'endettement du Cameroun, elle a commencé à être décroissante. C'est-à-dire que si on n'avait même pas emprunté beaucoup d'argent pour organiser la CAN, on serait largement en dessous de 10 000 milliards. Avec des si Alors, on serait en dessous. Mais notre endettement est appelé à décroître de manière quasi naturelle. Je dis de manière quasi naturelle, ce qui n'est absolument pas le cas chez eux. Je préfère donc une gestion prudente et réaliste, celle du Cameroun, qui est une gestion de bon père de famille, qui ne néglige pas les priorités dont on a parlé tout à l'heure, à une gestion à l'emporte-caisse. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'on va... Je lève l'équivoque sur quelque chose Je lève l'équivoque sur quelque chose que Patrick a dit par rapport au niveau de... C'est au niveau du budget, niveau d'endettement par rapport au PIB. Et M. Dipita a fait bien de lui rappeler que les États-Unis, c'est l'un des pays les plus endettés du monde. La France a son endettement représente 81,5% de son PIB. Vous n'allez pas dire à un Camerounais qui est sorti de l'école et qui est au chômage, parce qu'il faut rappeler certains contextes, notre contexte, et il faut interroger les chiffres. Selon l'Institut national de la statistique, le taux de chômage au Cameroun tourne autour de 74,6%. Non, ce chiffre n'est pas exact. Active. Il faut aller vérifier. Non, mais ce n'est pas exact. Je suis désolé. De la population active. Il faut tu vas vérifier. Ce n'est pas exact. Donc, maintenant, tu vas dire aux Camerounais, à un Camerounais
qui ne travaillent pas, ayant la qualification de travailler, que parce que la Côte d'Ivoire est plus endettée que le Cameroun gère bien le pays, tu vas dire à un Camerounais qui n'arrive pas à manger parce que nous sommes menacés par la sécurité alimentaire. 10% de la population est menacée par la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que des personnes qui sont menacées par une faim aiguë. Tu vas dire, convaincre qui parmi les Camerounais que parce que tel pays est plus endetté, c'est pour cela que supporter les conditions de vie dans lesquelles vous êtes actuellement. Non, ça ne passera pas. L'investissement de la Côte d'Ivoire est visible. Cet investissement est là. Il y a une théorie des personnes qui veulent souvent diluer le débat sur la place en disant que 80% des investissements à Abidjan appartiennent aux Libanais et aux Français. Et c'est la même théorie qui dit que s'il y a 100 immeubles à Douala, 80 immeubles appartiennent au Bamléké. Mais ce que vous ignorez, c'est que les immeubles qui appartiennent au Bamléké à Douala, les Bamlékés ne porteront jamais ces immeubles sur la tête pour rentrer à l'ouest avec. Ces immeubles qui appartiennent, ces investissements qui appartiennent aux Libanais et aux Français en Côte d'Ivoire, les Français, les Ivoiriens, les Libanais ne porteront jamais ces édifices, ces investissements pour rentrer chez eux avec. Ça appartient au peuple ivoirien. Et en matière de remboursement du service de la dette, il faut savoir une chose, Patrick. Quand on vous dit que les États-Unis sont le pays le plus endetté, la France y compris, et d'autres puissances, ça veut dire qu'ils sont des bons en matière, ils ont des bonnes notations en matière de remboursement. Ils prennent des dettes soutenables, la soutenabilité des dettes. Ça veut dire qu'avant qu'on ne leur octroie cette dette avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, on se rassure que ces dettes seront remboursées et que ces dettes vont produire de la valeur, en l'occurrence la création de richesses. Voilà pourquoi, si le Cameroun aujourd'hui n'arrive pas à faire un budget ambitieux, effectivement, c'est parce que c'est un mauvais payeur en matière de remboursement. Je vous donne une statistique. 74%, c'est le taux de chômage qu'affiche le Cameroun en 2024, si l'on s'en tient aux chiffres relevés, révélés le 13 novembre 2024 par Gabriel Fandja, président de la Commission de l'éducation à l'Assemblée nationale. Je connais, permettez, je connais bien Gabriel Fandja, mais je dis, le dernier rapport enquête sur l'emploi et le secteur informel au Cameroun de l'INS. Le deuxième. Non. Je dis le dernier vient d'être publié. C'est sur le site de l'INS. Le taux de chômage y est annoncé à 6%. Monsieur Gabriel, mais je dis le taux de chômage. Le rapport, permettez. Tu nous as fini complètement ce soir. 6% de taux de chômage. Non, c'est 74%. Je dis 6%. Mais monsieur Fandja est-il un producteur de statistiques? Non. Ce n'est pas une... Monsieur Gabriel Fandja... Et cette étude a été instituée par l'Institut national de la statistique. Mais je vous parle justement de la statistique. Moi, je ne vous parle pas de Fandja, que je connais, qui est un aîné que je connais bien, mais qui n'est pas un producteur de statistiques. Je dis, la dernière enquête, c'est ce qu'elle dit. Deuxième enseignement sur cette enquête-là. L'enquête dit d'ailleurs que le taux de chômage augmente avec le niveau de qualification. C'est-à-dire qu'au Cameroun, ceux qui sont le plus diplômés, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau du supérieur, le chômage, pour ceux-là, est au niveau se situe autour de 15%. Alors que pour ceux qui ne sont pas diplômés, le taux de chômage est même en dessous de 2%. Deuxième résultat. Oui, ça semble contre-intuitif. Non, je dis, je parle de... Ça confirme le chiffre que j'ai avancé. Non, il a lu un article. Je dis, lisez le rapport. La présentation de Fandja à l'Assemblée nationale. Lisez le rapport. Ce chiffre est inexact. Il a été inventé, j'ai envie de dire. Il a été inventé par 6%. Je dis, c'est 6%. C'est 6%, c'est la statistique. C'est la statistique de l'INS. Roi du bluff et du mensonge. Je tiens à vous rappeler que quand vous dites 74%, la population active au Cameroun, c'est 50,52% de la population camerounaise, c'est-à-dire un peu plus de 15%. Si vous prétendez donc que le taux de chômage serait de 74%, ça signifie qu'il y a près de 10 millions de Camerounais qui sont au chômage. Vous pensez que c'est possible?
C'est même plus. Mais c'est impossible. Je veux même te dire c'est impossible. Parce que même dans les 20... c'est impossible. Même dans les 26% qui travaillent là, il y a au moins 15% qui sont dans le secteur informel. N'oublie pas que le Cameroun comptabilise les métiers du secteur informel comme étant l'emploi décent. C'est-à-dire que les mototaximens, et autres qui sont immatriculés. Donc si on enlève le secteur informel, les chiffres seront encore plus graves. L'emploi informel au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, c'est au-delà de 80%. Dernière chose, sur l'endettement. Moi, je suis désolé, quand vous citez les États-Unis et la France, mais on voit tous les débats. Trump, dès qu'il est arrivé, il a créé le Department of Government Efficiency. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'administration est budgétivore et qu'elle creuse le déficit. Ce n'est pas ça la voie à suivre. Donc même là-bas, il est en train de dire 2000 milliards d'économies. Parce que ce n'est pas possible, l'endettement à corps perdu. En France, c'est la même chose. On dit qu'il faut trouver 60 milliards d'économies. Pourquoi? Pour rassurer les marchés financiers où on emprunte. Dernière chose, Pierre-Emmanuel, les Africains et les Occidentaux n'empruntent pas aux mêmes conditions. Parce que moi, j'ai lu un rapport de Africa No Filter. Ce rapport dit quoi? C'est-à-dire les pays africains et les pays occidentaux qui ont le même profil de risque, une décote pour les pays africains quand ils vont sur les marchés financiers parce que le narratif des médias occidentaux sur les pays africains fait que le profil, les marchés financiers considèrent toujours que les pays africains sont plus risqués. Conséquence, c'est-à-dire il y a à peu près 4 milliards de dollars que les pays africains payent en plus. Donc, vous ne pouvez pas demander aux pays africains de s'endetter comme le font les pays occidentaux. La voie n'est donc pas l'endettement. Il faut optimiser les recettes, il faut mieux gérer les ressources et il faut rester prudent. Il est important de suivre mon homonyme, Patrick, il faut suivre la question du budget. J'avoue que le budget, en fait, il reflète la faiblesse du gouvernement camerounais. C'est clair. En un mot, sa faiblesse. D'accord. Et il reflète, non, il faut revenir, il y a un indicateur qu'il faut souligner pour comprendre le budget. Tout part de la SND 30, qui annonce un taux de croissance de 6,6% de 2021 à 2025. Chose curieuse, on se retrouve dans un budget où on annonce un taux de croissance de 4,1%. Ça veut dire que l'État a régressé. L'État a régressé volontairement dans le budget. Le deuxième indicateur, c'est le PIB par habitant. Nous sommes un des pays qui, depuis 10 ans, a un PIB par habitant le plus bas pour des pays à revenus comparables. Et il a bien fait de citer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Cameroun ne parle pas au Tchad. Il ne parle même pas au Gabon. Nous avions un PIB par habitant, je l'ai relevé ici, de 1434 milliards en 2012. En 2022, il se retrouve à 1589 milliards. Quel est le taux de croissance? Alors, quand vous le comparez aux autres pays, comme le Mali aujourd'hui, malgré la guerre, et le Burkina Faso, qui nous parlent, on se demande qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans. Vous comprenez un peu? Les taux de croissance pour 10 ans s'évaluent au moins de pratiquement 60%. Le deuxième point, c'est que dans ce budget-là, on se rend compte que l'État ne sait pas où il va. Parce qu'on parle de création de richesse. Il n'indique pas comment il va créer la richesse. Parce que ce qui nous intéresse sur ce plateau, c'est de dire aux Camerounais comment leurs conditions de vie seront améliorées. C'est le plus important. Mais pas hier, un mot. Il reste ils ont pris mon temps. Je vais chuter par là pour dire qu'il n'est indiqué nulle part comment il va régler la question de l'imposition. Il n'est indiqué nulle part comment il va créer la compétitivité au niveau des entreprises. Il n'est indiqué nulle part comment il va créer des richesses et créer de l'emploi. Et donc, nous sommes mal partis pour 2025. Et tout ce qu'il a eu de génie, c'est l'augmentation des impôts. Donc, nous sommes partis d'un régime qui taxe... L'élargissement de l'assiette fiscale. Il n'y a pas eu augmentation d'impôts. On a plutôt élargi. Oui, c'est un terme technique qu'on utilise, mais en fait... Non, il y a son pesant d'or. Mais tout est terminé. Oui, nous savons vraiment, 2025, ça ne va pas être facile. Ça risque d'être encore plus difficile parce que
l'État va vraiment se retirer dans certains secteurs, surtout le volet carburant, parce que je crois... Le ministre a tout de suite démenti, il n'y aura pas d'augmentation de carburant. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas, mais quand on regarde déjà ce qui va se passer, Ça ne dépend pas de lui, c'est clair. Ça dépend des fluctuations le Cameroun, c'était un pays de marché surprise. Il observe les données. Donc, Le vraiment, ministre dit que la courbe de carburant sur le marché international a tendance à baisser en ce moment. Elle a baissé. Donc au moment où il parlait, il ne prévoit pas d'augmentation Comme elle peut monter au premier trimestre du 2020. prix du carburant à la pompe. ok. C'est Bon, terminé. sinon, pour dire que vraiment, on a intérêt surtout aussi, tout ce que nous avons là, les analyses démontrent ceux qui disent que le Cameroun est sur une courbe ascendante. Nous voyons tout ce que nous vivons vraiment, c'est la résilience qui nous tient ici au pays. Il faudra que l'État essaye encore de voir mieux. Essayer de faire la création des richesses suppose qu'on doit aussi consommer ces richesses. Merci. Et surtout la bonne répartition. C'est ça qui manque au Cameroun. Merci à vous, cher monsieur, Docteur Patrick Refoué, Patrick Obam, Pierre-Emmanuel Biam et puis Maître Paul Payer. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Cap sur Table ce soir. Prenons rendez-vous pour mardi prochain. Ce sera notre édition. Bonsoir. Au moment où vous dites que le taux de chômage s'est bien, tout